chers élèves, chers internautes, c'est M. Ndoye, votre professeur d'économie générale, qui est revenu pour vous expliquer comment on traite la balance des paiements, qui est un chapitre très important pour le programme terminal L2, surtout à cette période. Donc voilà, on avait expliqué, là on s'était arrêté la fois passée, c'était l'équilibre de la balance des paiements courants avec ce que cela donne comme capacité ou besoin de financement selon que le solde est positif ou négatif. Mais aussi, on avait expliqué, pas assez, en ce qui concerne la balance des capitaux. On va y revenir sur les capitaux à long terme et les capitaux à court terme, mais aussi sur l'équilibre de la balance globale. Mais pour revenir à notre schéma de la fois passée, on avait parlé de la balance des paiements courants. On avait dit que ça révèle, le solde révèle la capacité de financement d'une économie. Et quand on parle de capacité de financement, c'est que l'économie a des possibilités de placer, donc faire des investissements à l'extérieur. Et on verra que le solde de la balance des paiements courants, souvent c'est l'opposé du solde de la balance des capitaux. Parce que quand le solde est positif, cela révèle que l'économie a des capacités de financement, il peut procéder à des investissements à l'extérieur. Donc cela révèle aussi la balance des capitaux, sortie massif de capitaux, et la balance des capitaux est négatif. Et le contraire, c'est quand la balance des paiements courants est déficitaire. Et quand c'est déficitaire, cela révèle que l'économie est faible en termes de création de richesses et a besoin de s'endetter parfois pour financer son développement. Bon, ce qu'on n'avait pas encore parlé en détail, c'est la balance des capitaux. Nous avons des capitaux à long terme et les capitaux à court terme. Les capitaux à long terme sont constitués par des investissements directs étrangers, les IDE, qui sont souvent des placements ou bien d'ouverture des unités de production à l'extérieur, bien donc, le réinvestissement dans le capital d'une entreprise déjà existante. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des investissements directs étrangers, qui sont des éléments de la balance des capitaux à long terme. Mais aussi, nous avons ce qu'on appelle des investissements de portefeuille. Des investissements de portefeuille, c'est des placements sous vocation financière, uniquement gagner de l'argent, mais ce n'est pas sous vocation souvent de contrôler l'entreprise investie, qui est le contraire de l'investissement direct étranger. Sa vocation, lui, c'est contrôler l'entreprise investie. Et l'autre élément, c'est les crédits et prêts à long terme. Les crédits et prêts à long terme entre les pays, secteur public ou secteur privé, sont des mouvements de capitaux à long terme. Mais aussi, nous avons les capitaux à court terme qui sont des placements qu'on avait dit dont la durée est inférieure à 1 an, donc avec des placements à caractère spéculatif qui sont souvent donnés pour gagner de l'argent ou bien pour faire un certain nombre de spéculations sur le marché, mais et des variations de valeur, surtout ce qu'on appelle les valeurs mobilières. On avait expliqué ça, les valeurs mobilières, c'est des actions ou d'obligations dont leur valeur bouge dans le temps et qui ne durent pas assez, c'est souvent. Ou bien dans le marché interbancaire avec le changement de variation de devise qui ne peut pas durer assez longtemps. Donc, c'est ça qu'on appelle les mouvements de capitaux. Maintenant, les mouvements de capitaux, leur circulation subit ce qu'on appelle la loi de la globalisation financière, qui respecte le principe des 3D. Donc, à partir des années 80, il y a le développement donc, de la finance internationale qui a muté, donné beaucoup de mutations, entraînant donc, les mouvements de capitaux circulent entre les pays de façon assez rapide. Donc, quel est le procès du principe des 3D? Donc, il y a ce qu'on appelle le principe de la déréglementation, le premier D. Ce qu'on appelle le principe des 3D. Premier, il y a ce qu'on appelle la déréglementation, c'est-à-dire l'absence d'obstacles de circulation des mouvements de capitaux sur le marché international. Donc, il n'y a pas de règlement, comme on dit, qui puisse empêcher à ce que les capitaux circulent de façon très rapide pour que tout le monde puisse accéder au financement. Ce qu'on appelle la déréglementation. Assouplissement des règles de finance internationale. L'autre D, c'est ce qu'on appelle le décloisonnement du marché. Décloisonner le marché signifie
que le marché soit donc dépoussiéré, donc en tout cas tout le monde puisse accéder au financement, donc décloisonner le marché, tout le monde puisse accéder au marché, donc à la porte de tout le monde pour le financement. L'autre 3D, ce qu'on appelle la désintermédiation. Donc la désintermédiation, c'est qu'il y a absence d'intermédiaire, parce que on avait à l'époque, avant les années 80, donc on avait l'habitude qu'on passe par des intermédiaires, des banques et autres, qui va rendre très lourd et très lente la finance internationale. Donc il y a ce qu'on appelle la désintermédiation. Voilà le principe des 3D qui fait que donc la finance internationale, surtout en ce qui concerne les mouvements de capitaux, ont connu à partir des années 80 une vitesse très rapide pour financer l'activité économique internationale. Voilà ce qu'on voudrait dire en ce qui concerne les mouvements de capitaux. Maintenant, en ce qui concerne la balance globale, on avait dit, voilà, c'est balance des paiements courants, balance des capitaux, erreur omission. Erreur omission, j'avais dit que c'est la rubrique qui permet de faire coïncider les flux physiques aux flux monétaires, c'est-à-dire équilibrer les flux physiques et les flux monétaires. C'est ça qu'on appelle la rubrique, parce que le temps des flux physiques n'est pas le temps des flux monétaires. Donc, par exemple, on peut voir une économie, parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'annualité, qui fait que donc, la comptabilité nationale évolue du 1er janvier au 31 décembre, donc, alors que parfois on peut vendre et encaisser à des moments, des périodes qui sont différentes, des années différentes. Donc, le sorte de flux physique n'est pas même, ou bien l'entrée de flux physique n'est pas le même timing que l'entrée ou la sortie de flux financiers. Donc, pour équilibrer ça, il y a ce qu'on appelle la rubrique erreur et omission pour qu'on ait une balance qui est équilibrée. Maintenant, le solde doit être équilibré, le solde global. Et l'équilibre du solde global est assuré par ce qu'on appelle donc la variation de la position monétaire extérieure. Donc, le solde global plus la variation de la position monétaire extérieure est égal à 0. Et ce qui va nous amener à donner ce qu'on appelle le solde global, c'est l'opposé. Donc, c'est l'opposé de la variation de la position monétaire extérieure. Et que signifie la variation position monétaire extérieure? La variation position monétaire extérieure est composée de trois éléments, ce qu'on appelle les réserves. Il y a les réserves. Il y a les droits de tirage spéciaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les mouvements monétaires. Donc, les réserves, c'est des réserves qui sont constituées par les banques centrales, les États au niveau de la banque centrale au trésor pour financer l'activité de transaction entre l'économie et le reste du monde. Par exemple, quand la balance des paiements courants est déficitaire, donc le pays peut puiser dans ses réserves pour financer ce déficit de la balance des paiements courants. À défaut, le pays va s'endetter. Donc ici, aussi nous avons les DTS, droits de tirage spéciaux. C'est une référence, donc actifs financiers du FMI pour l'ensemble des pays qui sont membres et pour financer leur activité de développement économique. Donc c'est une référence d'actifs du FMI, du Fonds monétaire international, pour financer le niveau de développement surtout, ou bien les crédits des pays qui sont membres et sont au niveau de la variation de la position monétaire extérieure. Mais aussi il y a les mouvements monétaires, c'est-à-dire que les mouvements monétaires, donc parfois les devises changent de valeur d'une journée à une autre, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, et ces changements de valeur peuvent entraîner des gains ou bien des pertes dans l'activité économique. Et ces mouvements monétaires peuvent financer ou bien peuvent entraîner des déficits, peuvent entraîner des excédents ou des déficits au niveau de la balance des paiements. Mais c'est de façon globale, ces trois éléments qui constituent ce qu'on appelle la variation position monétaire. Et l'opposé sera donc le solde global. Donc aussi, on n'avait pas encore parlé de ce qu'on appelle la balance de base. La balance de base, donc quand on parle de balance de base, c'est dans la balance des paiements dans son aspect à long terme. Alors la balance de base, c'est la balance des paiements courants plus la balance des capitaux à long terme. Donc, balance des paiements courants plus une partie de la balance des capitaux, c'est-à-dire les capitaux à long terme. C'est ça qu'on appelle la balance de base. Donc, voilà ce qu'on appelle la balance de base, qui est un solde, ce qu'on appelle intermédiaire au niveau de la balance
des paiements. Aussi, la balance de base, on peut donner donc, réécrire la balance globale ou solde global, donc qui est la balance des paiements courants plus balance des capitaux à long terme, on va éclater ça, plus balance des capitaux à court terme, plus erreur et omission nette. Maintenant, si on prend ça, on nous avait dit que ça, c'est ce qu'on appelle la balance de base. Donc, balance globale égale à balance de base plus les capitaux, donc les capitaux à court terme, plus erreur et omission nette. Donc, la balance globale, c'est la balance de base plus balance de capitaux à court terme, plus erreur et omission nette. Si on sous-entend que ici, évidemment, la balance de base, c'est balance des paiements courants plus capitaux à long terme. Donc voilà donc ce qu'on voulait dire de façon ramassée en ce qui concerne la balance des paiements, parce qu'on n'a pas assez de temps, le temps nous est compté de façon pour qu'on explique l'ensemble. Mais je voudrais aussi venir en ce qui concerne donc ce qu'on appelle ratio du commerce extérieur, à partir de ce qu'on appelle taux d'exportation, taux d'importation, taux de couverture, taux d'ouverture, taux de pénétration, termes de l'échange, et aussi ce qu'on appelle LAC-PIB des exportations et LAC-PIB des importations. Donc là, on va très rapidement faire ça, donc qui sont très importants pour faire les exercices en ce qui concerne la balance des paiements. Donc c'est des éléments donc, qui permettent, des outils qui permettent d'aborder la balance des paiements. On va voir ce qu'on appelle l'effort à l'exportation ou taux d'exportation. Le taux d'exportation, ce n'est rien d'autre, le rapport des exportations par rapport au PIB multiplié par 100. C'est-à-dire l'effort à l'exportation. On peut parler aussi de la part relative des exportations dans le PIB, parce que si on écrit, si vous faites référence à le PIB sous l'optique de la dépense, vous verrez que quand on rapporte les exportations dans le PIB multiplié par 100, ce n'est rien d'autre que la part relative des exportations dans le PIB. On appelle ça effort d'exportation. Et ça permet de savoir de combien occupent les exportations en valeur en termes dans la constitution de la recherche nationale qui est calculée par le PIB, mesurée par le PIB. Donc, de la même chose aussi le taux d'importation. Donc, c'est les importations dans le PIB multiplié par 100. Donc, valable aussi pour les importations qu'on avait dit. Donc, ça permet de savoir de combien les importations pèsent par rapport à la constitution de la recherche intérieure brute, c'est-à-dire la recherche mesurée par le PIB. Donc, voilà les éléments, donc ce qu'on appelle taux d'exportation, taux d'importation. On va être très rapide parce que le temps nous est compté. Aussi, on va parler de ce qu'on appelle le taux de couverture. Le taux de couverture, c'est quoi? C'est de savoir de combien les recettes d'exportation permettent de financer les dépenses d'importation. C'est ce qu'on appelle le taux de couverture d'une économie. Et le taux de couverture, c'est les importations par rapport aux exportations multipliées par 100. C'est ça qu'on appelle le taux de couverture. Donc, c'est pas les importations, autant pour moi, c'est la recette des exportations sur les importations multipliées par 100. Donc, c'est-à-dire les recettes d'exportation, de combien ça finance les dépenses d'importation. C'est ça qu'on appelle le taux de couverture. De combien les recettes couvrent les dépenses. Et ça révèle donc la capacité de la balance commerciale. Quand le taux de couverture maintenant est supérieur à 100%, cela signifie que la balance commerciale est excédentaire. La balance commerciale est excédentaire parce que les recettes dépassent les dépenses. Mais quand le taux est inférieur à 100%, on dira que la balance est déficitaire. On dira que la balance est déficitaire. Et si le taux est égal à 100%,
on dira que la balance est équilibrée. Voilà les interprétations qu'on peut donner au niveau du taux de couverture. Donc, et on parle là aussi de taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, donc, c'est le degré d'ouverture de l'économie. De combien l'économie est ouverte vers l'extérieur. Et pour connaître ça, on doit donner la moyenne des exportations et des importations rapportées au PIB. Donc, c'est les exportations plus les importations sur 2 fois le PIB multiplié par 100. Donc, c'est-à-dire que c'est X plus M sur 2, on donne la moyenne, le tout rapporté au PIB. Donc, ça donne le degré d'ouverture de l'économie. De combien la richesse nationale ou bien l'économie dépend de l'extérieur, de par les exportations et les importations. C'est ce que cela révèle. Et l'autre élément, c'est le taux de pénétration. Donc, le taux de pénétration, c'est les importations par rapport aux dépenses intérieures brutes multipliées par 100. C'est la dépense intérieure brute. Donc, c'est importation sur dépenses intérieures brutes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce qu'on a dépensé à l'intérieur du territoire, de combien le marché intérieur dépend des importations. Le marché intérieur. Donc, sur 100%, de combien les importations assurent. C'est ça qu'on appelle taux de pénétration. Maintenant, la dépense intérieure brute, c'est quoi? La dépense intérieure brute est égale à la consommation finale plus la formation brute de capital fixe plus la variation de stock. C'est ça qu'on appelle la dépense intérieure brute. Et si on réécrit le PIB sous l'optique de la dépense, comme je l'avais dit tout à l'heure, on verra que la dépense intérieure brute a beaucoup d'autres éléments de calcul. Donc, la dépense intérieure brute, donc c'est égal à la consommation finale plus formation brute de capital fixe plus donc variation de stock. C'est aussi le PIB moins donc les exportations plus les importations, parce que quand on écrit l'équation du PIB plus importation égale à consommation finale plus formation brute de capital fixe plus variation de stock, donc plus X. Maintenant, si on dit que par exemple, ça c'est la dépense intérieure brute, donc si on transfère le X, donc ça devient PIB plus M moins X. C'est ça qu'on appelle la dépense intérieure brute. Donc la dépense intérieure brute, c'est ce qui est dépensé par les agents du secteur public, l'État et le secteur privé. Je voudrais un peu, de façon ramassée, dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'ELAC-PIB des exportations et l'ELAC-PIB des importations, c'est-à-dire la sensibilité de la variation des exportations quand le PIB varie, ou bien la variation des importations quand le PIB varie. Donc voilà, le temps nous est compté, on n'a pas assez de temps pour revenir, pour parler beaucoup de choses en détail, mais voilà, j'espère que c'est un peu clair. Merci.